Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour notre 8e exploration de la carrière de Prince. Et aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre vraiment à part. Un des plus déroutants, mais aussi des plus fascinants de sa discographie. L'histoire de l'album Love Sexy. Une œuvre qui est littéralement née des cendres d'un autre projet. Un projet que Prince lui-même a fini par juger maléfique. Voilà la question. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Comment, et surtout pourquoi, un artiste au sommet de sa gloire prend une décision aussi radicale? Ce geste, l'annulation et la destruction massive du fameux Black Album, c'est un des plus grands mystères de sa carrière et ça a marqué un tournant absolument décisif pour Prince. Alors voici le programme pour y voir plus clair. On va commencer par la crise, celle du Black Album qui a mis le feu aux poudres. Ensuite, on verra comment Love Sexy est né de cette espèce de renaissance spirituelle. On plongera bien sûr au cœur de la musique, on analysera comment l'album était reçu, avant de parler de la tournée qui était complètement folle et de finir sur les choix marketing, pour le moins radicaux, qui ont défini toute cette période. Allez, on y va. Fin 1987. À ce moment-là, Prince est sur le point de sortir un disque très particulier. Un album sombre, agressif, presque dérangeant. Un projet qui allait vraiment à contre-courant de tout ce qu'il avait pu faire avant. Le Black Album, c'était brut, c'était provocateur. C'était une collection de jams funk très cru, très lascif, avec des envolées de jazz rock quasi anarchiques. Et le marketing derrière était tout aussi radical. Imaginez une pochette entièrement noire. Pas de titre, pas de nom d'artiste, rien. L'anonymat le plus total. Et puis d'un coup, tout bascule. Une seule nuit. C'est tout ce qu'il a fallu à Prince pour rejeter complètement cette œuvre et se lancer corps et âme dans la création d'un disque qui en serait l'opposé absolu. Et tout s'est passé à une vitesse folle. Le 1er décembre 87, Prince va tester l'album dans un club. Il y rencontre la poétesse Ingrid Chavez et leur discussion le bouleverse. Plus tard, dans la nuit, il a une sorte de révélation, une épiphanie. Il est persuadé que cet album est une manifestation du mal. Une toute petite semaine avant la sortie officielle, il appelle sa maison de disques et il leur dit « Stoppez tout, détruisez tout ». Et quelques semaines après, il est déjà en studio pour enregistrer Love Sexy. La différence entre les deux est saisissante. C'est le jour et la nuit. Là où le Black Album était sombre, agressif, cynique, Love Sexy est tout l'inverse. Lumineux, spirituel, un hymne à l'amour et à l'unité. C'est vraiment le yin face au yang. Prince a vraiment conçu Love Sexy comme un antidote spirituel à sa création précédente. Bon, alors plongeons dedans. On va explorer cet album, mais pas juste comme une liste de chansons, non. On va le voir comme les différents chapitres d'un nouvel évangile musical selon Prince. L'album démarre direct avec I Know. Et là, c'est pas une intro en douceur, c'est une véritable déclaration de guerre musicale. Prince s'attaque à ce qu'il appelle le spooky electric, une sorte de métaphore pour le diable, pour toutes les forces obscures. Il met les choses au clair dès le début. Il affirme sa nouvelle foi. L'amour est le seul chemin. Voilà, le ton est donné pour tout le voyage spirituel qui nous attend. Ensuite, on a le fameux single Alphabet Street. On pourrait croire que c'est juste un morceau pour danser, un truc super entraînant, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est une invitation. Le rap de Cat Glover, au milieu du morceau, se transforme en un véritable sermon. Il expose toute la philosophie Love Sexy, un peu comme une recette pour une vie meilleure. Puis vient Glam Slam. Avec ce titre, Prince met un nom sur ce nouvel amour dont il parle. Et attention, ce n'est plus juste l'attraction physique, le désir, non, ça devient une force vivante, presque magique, un état de connexion qui est quasiment divin. Allez, on arrive maintenant au cœur du réacteur, la pièce maîtresse de l'album. C'est Anastasia, le véritable sommet émotionnel et spirituel de Love Sexy. La chanson nous plonge tout de suite dans une ambiance de désespoir total, d'isolement. C'est un reflet direct des ténèbres que Prince essayait de fuir. C'est vraiment un cri du cœur, qui prépare le terrain pour la transformation qui va suivre. Et c'est là que tout bascule. On entend cette prière, brute, presque désespérée, pour le salut. C'est le moment de l'abandon complet, la reconnaissance qu'il y a une puissance plus grande que lui. C'est une capitulation, en fait, mais une capitulation qui va le mener à la libération. Et voilà la révélation. Le message central de tout l'album, résumé à sa plus simple et sa plus pure expression. En fait, cette chanson, ce n'est rien d'autre que le témoignage personnel de Prince. C'est sa confession et c'est sa renaissance, mise en musique. Une fois ce sommet spirituel atteint, l'album change un peu de perspective. Il élargit son champ de vision. Denson, par exemple, s'attaque aux problèmes de société, la violence, le matérialisme. Tandis que le morceau titre, Love Sexy, lui, célèbre la joie pure, l'extase d'être dans cet état d'esprit. Alors là, c'est intéressant. When Two Are in Love est le seul morceau qui a survécu au Black Album. Mais ici, il est complètement transformé.
Ce qui aurait pu être une chanson de séduction assez crue sur l'autre album devient ici une ballade magnifique sur l'intimité sacrée. Le fait de la mettre dans Love Sexy lui donne un sens totalement nouveau, beaucoup plus pur. Et le voyage se termine sur une note d'optimisme, mais un optimisme pur et dur, avec I Wish You Heaven et Positivity. C'est comme une bénédiction finale, une prière d'amour inconditionnel. C'est aussi un appel à rester positif, quoi qu'il arrive. Ça boucle parfaitement l'arc spirituel de l'album. Voilà, Prince a livré son message au monde. La grande question maintenant, c'est comment le monde a-t-il réagi à cette proposition artistique si personnelle, si sans compromis ? En fait, la critique était complètement paumée. La moitié des avis étaient mitigés. Beaucoup trouvaient l'album trop chargé, presque étouffant, aussi bien musicalement que dans ses textes. Pour certains, le message spirituel était juste trop direct, trop premier degré. Mais voilà, même les critiques les plus sceptiques étaient obligés de le reconnaître, on parle de Prince. Cette citation d'une critique de l'époque résume tout parfaitement. En gros, ça veut dire que même un Prince considéré comme moins bon reste bien meilleur que la plupart des autres artistes à leur meilleur niveau. Et commercialement, on a une histoire à deux vitesses. En Europe, l'album cartonne, c'est un vrai succès. Mais aux États-Unis, c'est une déception. Et ce semi-échec s'explique en très grande partie par des choix marketing, disons, audacieux. Et le résultat a été à l'image des ventes de l'album. En Europe, c'est un triomphe total, une hystérie quasi équivalente à l'époque Purple Rain. Mais aux États-Unis, la tournée perd de l'argent. Le concert lui-même, qui a d'ailleurs été filmé et sorti en vidéo, était une machine de guerre, millimétrée, divisée en deux actes, le mal contre le bien. Cette structure très rigide, avec de longs serments parfois, a d'ailleurs un peu frustré ces musiciens qui n'avaient quasiment aucune liberté. Revenons un instant sur les choix qui ont complètement déconcerté sa maison de disques et qui ont freiné les ventes. Prince a pris 3 décisions majeures, 3 refus nets qui illustrent parfaitement sa vision artistique, intransigeante. Premier point, et pas des moindres, la pochette. Ce cliché magnifique de Jean-Baptiste Mondino, où Prince pose nu au milieu des fleurs, a provoqué un scandale monstre. Tellement que de nombreux grands magasins aux États-Unis ont tout simplement refusé de l'exposer. L'album était caché derrière le comptoir. Inutile de vous dire que pour la visibilité, c'est catastrophique. Face à la polémique, Warner Bros a bien sûr demandé une pochette de rechange. Prince a dit non. Ensuite, il a refusé que le CD soit divisé en pistes, ce qui forçait l'auditeur à écouter l'œuvre en entier d'un bloc. Et enfin, pas de clip vidéo pour la promo. Sa logique était simple et inflexible. Love Sexy était pour lui une déclaration religieuse, un tout, et aucun compromis commercial ne devait venir briser cette unité. Au final, toute l'histoire de Love Sexy nous laisse avec cette grande question. Prince, lui, a fait un choix très clair. Il a privilégié sa vision artistique et spirituelle, quitte à se mettre à dos une partie du marché. Alors, acte de courage ou erreur stratégique? Le débat, lui, reste ouvert. Et voilà, c'est la fin de notre plongée au cœur de Love Sexy. Un immense merci à tous les fans de Prince de nous avoir suivis pour cette exploration. Pour ne surtout pas manquer les prochains épisodes, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube. À très bientôt.